Donc, Étienne Wasmer est avec nous. Bonjour Étienne. Bonjour. Professeur d'économie à la New York University d'Abu Dhabi. On avait déjà eu d'ailleurs le plaisir de discuter ensemble en visio. Alors, ce qui me vaut dans ce titre, La France face au déclin, et je suis ravi que tu puisses être là pour en discuter, c'est un point de vue alors, qui date de mars dernier, que tu as écrit dans Les Échos. Résumé, alors, il y a plusieurs graphiques. Si vous allez sur la page des Échos avec le papier d'Étienne, vous verrez plusieurs graphiques. Il y en a un là qu'on va voir tout de suite. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit là, Étienne? Qu'est-ce que tu as voulu montrer à travers ce graphe? Donc, où on voit, alors je le décris très rapidement pour ceux qui nous écoutent en podcast et en radio, on voit la courbe des États-Unis qui monte assez nettement, celle de la Suisse qui monte moins nettement, celle de l'Allemagne qui se maintient et celle de la France qui est désespérément plate. Oui, voilà, stagnante. Oui, c'est des chiffres qu'on n'a pas l'habitude de voir parce qu'on a toujours tendance à minimiser le problème. Alors là, il faut préciser, ce sont les chiffres bruts. C'est-à-dire on prend les euros produits par les Français, on convertit en dollars et on voit un écart qui s'est accéléré en réalité depuis 2008. La courbe commence en 2010, mais à partir de 2008, on n'a pas vraiment de diminution de ces écarts. Il y a des petits cycles, des fois ça va plus vite, des fois ça va moins vite, mais en tout cas les États-Unis rattrapent. Et la raison pour laquelle on ne sait pas que... Non, on va remettre le graphe. Il n'y a pas de diminution des écarts. Les écarts se creusent, oui. Enfin, c'est ça. Ça fait 80% d'écart maintenant. Ah oui, voilà, c'est ça. Le ménage moyen américain est beaucoup plus riche de 80% que le ménage moyen français. Donc c'est un peu quelque chose qui devrait nous interpeller. Le démarrage de la courbe, c'est 2010. 2010. Mais voilà. En fait, la tendance commence à 2008. 2008. On est quasiment à égalité en termes de PIB. Et là, effectivement, l'écart est béant. Alors ça, ce sont des chiffres du FMI. Les séries remontent à 1980. Depuis 1980, les écarts, les États-Unis étaient plus riches, mais les écarts ne sont jamais aussi massivement creusés entre nous et les États-Unis. Et donc, il faut se poser la question. La raison pour laquelle on ne connaît pas bien ces chiffres, c'est qu'en général, on les corrige. C'est-à-dire, on dit « Ah, mais attention, dans les pays pauvres, le coût de la main-d'œuvre est plus bas. Et donc, en fait, si on va chez le coiffeur au Ghana ou au Congo, ça coûte moins cher. Et donc, il n'y a pas un écart de 80% entre la France et les États-Unis, mais c'est 40-45% parce qu'on prend en compte les écarts de niveau de vie, de l'immobilier, etc. Sauf que c'est notre puissance, ça se mesure avec le PIB, on n'a pas besoin de le corriger. Et puis, peut-être qu'on l'est. Mais a priori, dans notre esprit, on n'est pas le Ghana ou le Congo des États-Unis, nous, la France. Voilà, les pays pauvres, c'est ça, les pays pauvres sont pas aussi malheureux dans la mesure où ils peuvent compenser. Voilà, le coût du travail est plus bas, le coût de se loger est un peu plus bas que si on vit à New York, mais ça reste très élevé. Et surtout, ça nous donne une idée de ce qu'on pèse dans le monde, parce que quand on prend les chiffres de PIB brut, non corrigés de ces écarts de niveau de vie, on s'aperçoit qu'on est une puissance de moins en moins importante sur la planète. Alors, quand tu dis corriger des écarts de niveau de vie, c'est ce qu'on appelle aussi les parités de pouvoir d'achat. Exactement. C'est ça qui fausse les graphiques. Mais la parité de pouvoir d'achat n'est pas à ce point différente entre la France et les États-Unis que ça nous empêche de voir la réalité que tu décris là, quand même. Elle l'est. Alors, on sait qu'on est plus pauvre que les États-Unis de quelques dizaines de pourcents, mais de là à 80%, effectivement, c'est quelque chose dont on doit absolument prendre conscience. Les écarts de PPP en anglais ou PPA en français permettent aussi aux États-Unis d'être devant la Chine. Mais si on ne corrige pas le PIB par ces écarts de niveau de vie, en fait, c'est la Chine qui est devant en PIB. Et c'est une nouvelle donne à laquelle on doit se confronter. L'Inde a 13 000 milliards de dollars de production, les États-Unis 27 milliards, la Chine 31 milliards. Et nous, on arrive péniblement à 3,8, 3,9 milliards, 1000 milliards, c'est des unités, on n'a pas l'habitude. Les Américains disent trillion, et c'est beaucoup plus facile, 3,7 trillions. Donc, tu dis le graphique démarre en 2010, en fait 2008, parce que les crises sont les catalyseurs de ces reculs. Par quelle mécanique et par quel mécanisme? Alors, il y a beaucoup d'explications, mais si on les voit le plus, effectivement, au moment des crises, tout le monde chute, et ensuite, certains rebondissent, et d'autres ne rebondissent pas. Alors, ça peut être
C'est multifacteur. Ça peut être, en 2008, on a dit, on n'a pas été assez interventionniste, on n'a pas assez redistribué. Avant, en 91 jusqu'à 95, c'était la politique monétaire, on a été trop restrictif. Il y a toujours des bonnes explications. Ouais. Le fond du problème, je crois, c'est que le monde va très vite et que nos structures ne s'ajustent pas assez vite. Et c'est à la faveur des crises qu'on peut réformer les structures, mais on a tendance à ne pas le faire et on voit que décennie après décennie, on perd en terrain. Tout simplement. Au cœur de ces crises, on est très fiers. Je me souviens de 2008, mais on se souvient tous encore plus de la crise du Covid. On est très fiers de moins descendre que les autres. Nous, Français, on en tire une grande fierté. À t'entendre, heureusement, mais ça ne veut pas dire qu'il faille ensuite ne pas profiter du rebond. Oui, mais est-ce que les deux ne sont pas liés ? C'est difficile. C'est difficile parce que, par exemple, dans la crise actuelle, on parlait de l'inflation, par exemple, il y a eu effectivement des immenses politiques budgétaires et monétaires dont on dit qu'elles ont contribué à l'inflation. C'est vrai dans le long terme. Mais quand les politiques budgétaires et monétaires aident à l'offre, c'est-à-dire si on sauve des entreprises qui ne produiraient plus sans les aides, on aurait amplifié le problème. Je pense que c'est un peu vrai aussi dans les périodes de crise. Les politiques permettent de garder l'essentiel, le capital humain, le capital social, tout ce qu'on sait faire de mieux. Mais ensuite, on dit, regardez, on a bien résisté, donc pas besoin de changer. C'est ça, je pense qu'on manque à chaque occasion. Il faut repartir et parfois laisser l'économie fonctionner. Oui, c'est ça, parce que l'Amérique... Alors, on y reviendra après, parce qu'il y a ce nouveau mot de protection maintenant que nos responsables politiques français nous promettent contre à peu près tout, voilà, et ce qui sans doute n'incite pas, on va dire, à l'activité, à l'innovation, on verra ça après. Mais les Américains, eux, n'ont pas peur de détruire, même si sur le Covid, ils ont eux-mêmes touché les limites finalement de leur capacité de destruction, et ils ont envoyé du stimulus budgétaire, et massivement du stimulus budgétaire, mais ils n'ont pas peur de détruire pour reconstruire plus vite et plus fort ensuite. Oui, ils vont très vite. Il y a aussi eu traditionnellement beaucoup plus de mobilité géographique, donc les gens sont allés dans les régions, dans les États américains qui boomaient, puis ensuite, si ça passe mal, ils repartent. Ça s'est un peu atténué, mais pas suffisamment. Puis il y a un facteur, à mon avis, qu'il ne faut pas sous-estimer. La crise qui vient de s'écouler était aussi une crise de l'énergie. Ouais. Maintenant, les États-Unis sont indépendants en termes énergétiques. Et donc, ils ont traversé la crise, mais comme une fleur presque, plutôt en redistribuant les gains de cette manne pétrolière qu'ils se sont créés, ou énergétique, avec des coûts environnementaux qui sont par ailleurs gigantesques. Mais voilà, nous, on n'a pas de pétrole et on doit être mobile et agile si on veut s'en sortir. On n'a pas de pétrole et on a abîmé notre nucléaire, mais ça aussi, c'est peut-être dans la partie qu'on verra après sur les finances publiques. Pourquoi donc ce décrochage de 2008 ? Donc, pour toi, l'idée, c'est qu'on n'a pas réussi à repartir après la crise des subprimes, mais qu'est-ce qui génère, au fond, cet appauvrissement ? Moi, là, comme ça... on va dire, comme je le dis assez régulièrement, électeur conservateur de base, je vais te dire les 35 heures. Non, c'est vraiment multifacteur. Et d'ailleurs, les 35 heures ont été aussi une façon de s'ajuster pour certains services. Les banques, on ne pouvait plus trouver une banque ouverte après 17 heures ou les samedis et dimanches. Les 35 heures ont aussi permis ce genre d'ajustement. Donc, permettant de rebattre totalement les cartes du temps de travail. Donc voilà, il y a toujours des marges d'ajustement. Ouais. C'est plutôt la conjonction de plein de petits facteurs. On pourra parler aussi peut-être de l'éducation. On pourra parler, est-ce qu'on a mis assez d'efforts pour les universités ? Est-ce qu'on a mis assez d'efforts pour payer les professeurs du secondaire dont les salaires ont non seulement stagné, mais en fait ont baissé en relatif depuis les années 80. Donc il y a plein de facteurs comme ça. Tout ce qui prépare l'avenir est une bonne dépense au fond, et on n'a pas tendance à privilégier ces dépenses. Et donc les États-Unis, de facto, ont attiré les élites en termes de capital humain, les chercheurs. Non, c'est en train de se déplacer vers la Chine ou la région d'où je viens, qui investissent des sommes gigantesques. Les Émirats aujourd'hui ? Les Émirats, entre autres. Donc toutes ces régions-là bougent. Et j'ai vraiment peur, c'est pour ça qu'on a fait cette chronique, de voir qu'on perd du terrain et puis qu'on est finalement assez content. On n'en perçoit pas toutes les conséquences. Mais je reviens à ce chiffre du PIB. Le PIB, c'est ce qui mesure notre puissance. C'est combien de batteries pour les Tesla on peut acheter ou combien de Tesla on peut acheter. Donc on peut toujours se consoler en disant oui, mais le coût des services est un peu plus bas qu'aux États-Unis. Mais à la fin, on ne pèse que ce qu'on produit réellement. Et c'est ça auquel il faut faire attention. On est entouré de gens sur plein de continents qui ont un ressentiment
sentiment assez fort envers l'Occident qui a, avec la colonisation, qui a exploité une partie des richesses, et ils ne nous feront pas de cadeaux. Il faut vraiment être conscient qu'ils ne nous feront pas de cadeaux. Donc il faut rester fort, compétitif, vigilant, et d'une certaine manière être capable de montrer que nous aussi, on sait produire. Donc quand on voit un écart de 80% avec les États-Unis, là, il faut vraiment s'inquiéter. Alors attends, je vais reprendre les éléments que tu viens de donner là. Le premier d'entre eux, c'est effectivement le système d'enseignement. Alors tu parlais des professeurs du secondaire, on pourrait parler aussi de ceux du primaire. Donc je connais le chiffre par cœur parce que je m'étais intéressé, alors ceux qui nous écoutent et qui nous regardent le savent, je m'étais intéressé à la proposition, j'avais eu l'idée saugrenue de prendre au sérieux la proposition d'Anne Hidalgo pendant la campagne présidentielle de doubler le salaire des profs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et en fait, quand tu regardes, par exemple, tu dis, en fait, on ne va doubler que le salaire de ceux qui sont face aux élèves. 850 000, tu vas dire dans le primaire et le secondaire, parce que c'est là que ça se joue, pardon, pour les études supérieures, mais tu as le sentiment, puisque quand même les ressources sont contraintes, tu as le sentiment que tu vas le faire là-dessus. Et j'avais même été jusqu'au bout, j'en avais discuté avec des syndicats d'enseignants qui disaient pourquoi pas, tu vas le faire net de charge. C'est-à-dire tu vas le faire sous forme de prime. À l'arrivée, sur 5 ans, tu doubles le salaire de ces 800, donc ça coûte à peu près 30 milliards, et tu doubles à coût de 6 milliards par an le salaire de ces 850 000 profs qui sont face aux élèves. Au regard de tout ce qu'on dépense en permanence, au regard de ce qu'on a dépensé en chèque énergie pour remplir aussi bien les Mégane Scénic que les Porsche, je me dis que c'est pas si cher que ça. Voilà, je referme la parenthèse. Et donc, tu penses que ça, par exemple, c'est le cœur de notre déclin, c'est-à-dire le fait que ce métier et sa rémunération s'effondrant, son attractivité s'est effondrée elle aussi. Ça s'est effondré, c'est aussi le statut dans la société. Les professeurs, à mon avis, ne travaillent pas pour l'argent, ils travaillent pour un statut, mais dans les yeux des autres, des parents d'élèves et d'autres, le fait d'être déclassé, clairement, c'est un facteur d'attractivité en baisse. Et donc oui, là, clairement, c'est une valeur symbolique. Si en plus les chiffres disent que c'est pas si cher que ça au regard des autres dépenses, toutes les dépenses d'avenir sont bonnes de ce point de vue-là. C'est une question d'investissement. Elles devraient être comptabilisées absolument différemment. Donc le capital... Non, puis Étienne, alors pardon, hein, j'insiste là-dessus parce que c'est la grande réponse notamment qu'a faite Gabriel Attal. Oh, c'est pas une question d'argent. Bien sûr que si, c'est une question d'argent. Bien sûr que si. Dans le regard il faut être bien, autres. mais pas seulement. Enfin, si tu as passé... tu le sais, il faut passer une journée en classe pour savoir ce que c'est qu'une journée en classe. Mesdames, messieurs, l'intensité d'une journée en classe. Il n'y a pas de machine à café où vous allez discuter avec vos copains. Si tu sors et que tu es mieux logé, que ta situation est plus confortable, que les vacances que tu as, tu peux en profiter, forcément ton enseignement sera meilleur. Enfin, j'en suis persuadé. Et la fierté. Et la fierté. Non, mais d'accord. Oui, et la fierté et le statut, ne serait-ce que dans le rapport avec les parents. Lien aussi... Alors, on va voir, tu fais un lien avec le sujet de la redistribution. Je veux qu'on voit ça aussi, c'est un graphe que j'ai montré assez régulièrement dans cette émission, graphe de l'INSEE, qui avait été publié par l'INSEE au moment du Conseil national de la refondation de septembre ou octobre dernier. Je ne sais plus si c'était en septembre ou octobre, on va le voir, on va peut-être pas le voir, peu importe. Alors non, c'est pas celui-là, ça c'est notre puissance d'exportation, c'est celui de la redistribution. Écart entre les revenus les plus aisés et les plus modestes, c'est x13 avant redistribution, c'est x7 après redistribution monétaire, c'est-à-dire les aides sociales et les impôts. Et l'INSEE avait amené cette notion récente, il y a à peu près un an, c'est x3 maximum en tenant compte de l'utilisation des services publics, ce que l'INSEE appelle les prestations en nature. Il y a finalement un écart de 1 à 3 dans ce pays. Est-ce que ça aussi, ça tient lieu d'explication à notre déclin ? Alors d'abord, on peut en être fier parce que ça veut dire qu'on compresse les inégalités qui sont quand même massives. Donc on a une belle technologie administrative, mais je le dis c'est pas péjoratif, qui permet de cibler, qui est un outil vraiment formidable, qui permet aussi de payer les études de beaucoup de gens. L'éducation est gratuite aux États-Unis, c'est des dizaines de milliers d'euros, enfin de dollars en l'occurrence. Et donc tout ça fait qu'on a quand même une capacité à protéger une grande partie de la population. Il restera toujours des couches qui passeront entre les mailles du filet.
Et malheureusement, du coup, on a tendance à vouloir en rajouter et de faire en sorte que ça soit vraiment zéro défaut. Il faut faire attention effectivement que l'argent qui est nécessaire pour financer tout ça ne soit pas prélevé sur le capital des entreprises, sur l'investissement, sur l'effort. Et donc, il y a des propositions fiscales, d'ailleurs, qu'on avait faites avec Alain Tranois il y a quelques mois, sur le fait de taxer plutôt les facteurs inélastiques, les facteurs qui ne vont pas partir à l'étranger, c'est-à-dire essentiellement la terre. La terre, en fait, en France, c'est 3 fois le PIB, c'est 7 000 milliards. Et donc, il y a une fiscalité, une réforme de la fiscalité où on allégerait les impôts de production, on allégerait les charges sur les salaires, et avec simplement 1% de taxes sur la valeur de tous les terrains en France, y compris les terres urbaines, c'est même l'essentiel de la richesse, on arrive à générer 70 milliards qu'on peut alléger sur la fiscalité des gens qui travaillent, qui produisent et qui contribuent à l'effort collectif. On est bien d'accord, hein, c'est du transfert. Et donc c'est un transfert. Non, parce qu'à chaque fois, en fait, l'impôt nouveau, il est là, mais ceux qui sont installés ne pèsent pas. On est bien d'accord, c'est du transfert. Absolument. Et évidemment, c'est la mise en œuvre qui est compliquée, comme toujours. Mais l'idée est là, on a une richesse formidable qui est notre terre, et qui est une ressource unique, en fait. Il n'y a que la France et peut-être le Royaume-Uni qui ont une valeur de ces terres aussi importante. Les autres pays n'ont pas ça. Et ils investissent du coup en capital. Donc regardez l'Allemagne. Et donc oui, ça contribue une partie du problème. Mais c'est plus un problème de financement que de niveau. Il faut voir aussi que quand on redistribue vers des APL, certes ça coûte cher, certes ça fait un peu monter les loyers, mais en même temps ça permet à des familles modestes d'avoir un peu plus de place. Et cette place, pour les élèves, on parlait de l'éducation, ça permet aux jeunes d'étudier. Quand on est 3 dans une chambre, on ne peut pas étudier. Et donc il y a un bouclier vers le bas qui aussi a des effets positifs. Il ne faut pas complètement jeter ça avec l'eau du bain. Tu sais que ce que tu viens de dire là est fortement contesté en fait. Par exemple par Thierry Pipponi, je crois. Enfin bref, l'ancien maire de Sarcelles, l'ensemble des aides sont réintégrées dans les prix. Et en fait, le mètre carré coûte plus cher. Tu donnes pas plus de mètres carrés à ceux qui en ont besoin quand tu... Je suis à contre-emploi parce que j'ai participé à ces débats. Mais je sais, absolument. Je dis simplement, n'oublions jamais qu'une partie de l'éducation des enfants, c'est grâce à l'espace, c'est grâce au fait de ne pas mourir de faim. Et donc, ce système-là, qui est très vaste, très riche, il permet aussi ça. Et donc, on devrait être fiers de ça. Oui, mais si... ta taxation supplémentaire sur le foncier, fatalement, elle fait aussi monter les prix de l'immobilier et les prix du logement. Elle va en tout cas pénaliser ceux qui ne veulent pas mettre en circulation leur terrain pour les rendre constructibles, par exemple. Et ça, il y a beaucoup de ça. Les petites villes, les moyennes villes, on a beaucoup de rétention foncière. Donc une taxe, parce qu'en plus, la fiscalité incite à cette rétention foncière aujourd'hui. Absolument. Donc si quelqu'un a des champs qui sont constructibles et ne veut pas les mettre en attendant une plus-value de 5, 10, 15%, là, ça, c'est incitatif. Donc il y a plein d'effets dans tous les sens. Je suis d'accord que c'est très compliqué. Mais il y a des effets positifs et ça taxe une base inélastique. Voilà. Et donc c'est cette réflexion, on va voir la couverture du bouquin pour lequel tu as reçu un prix, ce qui nous vaut d'ailleurs ta présence à Paris. Voilà, Le Grand Retour de la Terre. C'est Alain Tranois, qui est professeur à l'École des hautes études en sciences sociales à Marseille. Et donc c'est le cœur de ce que tu expliques dans le bouquin. C'est le cœur de cette explication. On est parti de ces chiffres à nouveau, 7 000 milliards. Alors c'est amusant, c'est 7 000 milliards en 2019, 8 000 milliards en 2020 et 9 000 milliards en 2021. Ça a pris 15% par an. Et je pense que ça vient en partie de la politique monétaire, donc accommodante à cette période-là. Ouais. Et en partie parce qu'on a aussi rendu le foncier rare avec le zéro artificialisation nette. Il y a eu peut-être un peu de spéculation. En tout cas, on a une manne et c'est une bonne nouvelle. Oui, mais tu ne reviendras pas en arrière sur le zéro artificialisation nette. Non, ça veut dire d'autant plus que c'est une base fiscale qui ne va pas s'évaporer du jour au lendemain. Ouais. Et donc, elle est là. Et elle est assez inégalitairement répartie. C'est-à-dire qu'on croit que c'est les classes moyennes supérieures, le début de la distribution des gens riches. En réalité, non. Le patrimoine foncier de la France, un peu opaque et assez inégalitaire. Et donc, le cœur de ce que tu nous dis là, c'est qu'en fait, on peut maintenir ce système qui, moi, me semblait intenable, effectivement, d'une échelle, non pas de revenus, encore une fois, quand on intègre l'utilisation des services publics. Donc, on va dire d'inégalité, cette échelle d'inégalité de 1 à 3, en levant l'ensemble des taxations qui pèsent aujourd'hui. Tu as parlé des impôts de production. Moi, je veux qu'on parle aussi, si tu en es d'accord, de la feuille de paye, de l'ensemble des, aujourd'hui, cotisations ou charges sociales. Enfin bref, tout ce qui fait que, comme le dit Geoffroy Roux de Bézieux, j'augmente aujourd'hui un salarié qui est entre 1 et 2 SMIC, je l'augmente de 100 €, il va toucher en fait 30 € net. Oui, alors...
En fait, sur les charges sociales, c'est comme c'est 500 milliards, je n'ai pas le chiffre exact en tête. C'est ça, oui. Pour que ça soit vraiment significatif, il faudrait beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on parlait plutôt des impôts de production, où on se disait... Non, mais il ne s'agit pas de t'enlever, hein, tu veux juste... C'est absolument. Et par ailleurs, sur le fait que quand on donne 100 euros, il y en a 30, c'est aussi parce que l'État a complété. Donc, en fait, une partie des salaires viennent de l'État avec cette prime. Et donc, à nouveau, les finances publiques aident directement les entreprises. Oui, mais est-ce que c'est pas un piège, ça? Il y a une trappe, il y a des trappes à pauvreté. C'est pas des phénomènes qui sont massifs, c'est-à-dire qu'on a un peu de mal à les détecter dans les études, mais c'est vrai que ça peut être un peu, surtout à long terme, des incitatifs. Souvent, nos études, et on mea culpa ou nostra culpa, sont sur de court terme, donc on regarde un petit ajustement et on dit il n'y a pas eu beaucoup d'effets. Mais on ne voit pas, et c'est pour ça que les tendances longues sont importantes, l'accumulation de petits effets qu'on n'arrive pas à détecter ou à prouver, peut-être à la fin finit par faire les écarts dont on a parlé au tout début de l'enregistrement. Et ce que dit Roux de Bézieux, qui est intéressant, donc en plus c'est l'ancien patron du MEDEF, il commence à être libre de parole, et j'en reviens à notre déclin. C'est qu'à partir du moment où effectivement j'ai beaucoup de mal à augmenter les salariés de manière significative, j'ai beaucoup de mal en fait à leur demander de prendre des responsabilités. Et là j'ai l'impression qu'on tire notre fil du déclin, c'est-à-dire que à partir du moment où plus personne ne s'engage dans l'entreprise, tu brides forcément la croissance, l'innovation de l'entreprise et donc en sortie la richesse produite. Alors le grand paradoxe, c'est qu'on constate tous cette espèce de désinvestissement, ce qu'ils appelaient le big quit à un moment. Les gens ne veulent plus travailler, ils ne veulent pas accepter de job à n'importe quelle condition. Et en même temps, le taux de chômage a baissé, le taux d'emploi a augmenté. Semble-t-il, on arrive un peu à un palier, mais les performances économiques du pays sont globalement bonnes. Oui. Et malgré ça, les technologies des autres pays vont plus vite. Et donc, il faut qu'on se pose cette question. Tu as un taux d'activité donc, qui n'a jamais été aussi fort depuis 1975, nous dit l'INSEE. Donc, oui, mais tu as une productivité qui ne cesse de reculer. La productivité baisse. Et donc là, il y a le vrai puzzle. Et je pense que c'est plus les structures. C'est qu'on a du mal peut-être à comprendre comment... tirer parti de ces innovations technologiques qui sont à tous les niveaux. ChatGPT en est une parmi d'autres qu'il faut manier avec beaucoup de précaution. Moi, je ne l'utilise jamais parce qu'il me dit que des bêtises. Mais non, il ne te dit pas que des bêtises. La prochaine génération va intégrer ça de façon évidente. Et donc, il ne faut pas qu'on ait un train de retard par rapport à ça. Étienne, quand il y a eu je vais te dire, parce que quand il y a eu le débat sur les classes moyennes en France, voilà. Et comment on définit les classes moyennes? Alors, les économistes me disent salaire médian entre 0,8 et 2 fois le salaire médian, enfin, peu importe. Et donc, tu demandes à GPT, selon l'INSEE, mais il faut que tu lui dises, selon l'INSEE, combien de salariés français sont entre 0,8 et... Je le dis tout de suite. Il faudrait que tu passes 2 heures il faut savoir l'utiliser. Exactement. Parfois, même en sachant l'utiliser, on détecte des erreurs. On détecte des erreurs. Parce qu'à la fin, ce sont nos erreurs, pas celles de ChatGPT. Dernier graphe que je voulais montrer, donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, et c'est la compétitivité de nos entreprises. Et c'est nos entreprises, je ne m'en parlé que les hommes politiques. C'est la compétitivité des entreprises françaises. Ça, mesdames et messieurs, ce graphe-là, alors je n'ai pas besoin de le décrire pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est un effondrement. C'est nos parts de marché dans la zone euro. Hein. On ne se compare pas là à la Chine, à l'Indonésie, à l'Ouganda, au Kenya, que sais-je. Non, nos parts de marché dans la zone euro qui sont en train de s'effondrer. Tu disais tout à l'heure, il faut absolument une prise de conscience, mais normalement, ça devrait être aussi une prise de conscience incroyable, Étienne. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on n'exporte pas? Alors, on est dans un monde de taux de change fixe, et dans un monde de taux de change flexible, la monnaie se déprécie et donc on revient à l'équilibre. Dans un monde de taux de change fixe, on n'a pas d'autre solution que de faire du déficit commercial si on n'est pas assez compétitif. La seule solution, si un jour il y a une crise financière, c'est aussi des crises qui sont jointes avec la crise de l'endettement. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les twin déficits. Il y a un moment, un déclin de la balance commerciale, c'est aussi le déclin de notre épargne par rapport à notre investissement et de nos comptes publics par rapport au surplus qu'on pourrait dégager. Et donc tout ça est lié. Si un jour il y a une crise, on sera dans la situation de l'Espagne, de la Grèce. Il faudra faire une dévaluation interne ou sortir de l'euro. Donc j'espère qu'on n'en arrivera jamais là, mais il faut être aussi prudent par rapport à ça. Pour ça que le travailler plus, on parle en ce moment beaucoup de réduire le temps de travail un peu plus. Sur le long terme, bien sûr, c'est évident que sur 2 siècles, on va travailler moins. Mais si on ne peut pas rembourser la dette, on sera obligé de faire une dévaluation interne ou de choisir de sortir de l'euro. Donc soyons très très prudents par rapport à ces questions-là. Tu sais ce que vont te répondre ceux qui pensent qu'il n'y a pas péril en la demeure. Alors ils ne le disent pas comme ça, moi je vais le dire comme ça. C'est que justement, on n'est pas l'Espagne et la Grèce. C'est qu'on est trop gros, too big to fail.
qu'on est trop gros en fait pour qu'il nous arrive un accident comparable et que donc il y aura toujours les ressources de ceux qui nous entourent, les Allemands, Banque Centrale Européenne, etc. Et tout, Alors, pour venir nous rattraper. D'abord, on est riche en terre, donc oui, on pourra toujours retrouver des ressources fiscales, mais ça sera très douloureux. Par ailleurs, quand le FMI vient dans un pays, en général, il impose ses conditions. Donc, on sera too big to fail, mais on ne sera pas too big to reform. Donc, il faudra vraiment... Ah, mais attends, avant même le FMI, non, la BCE sera là, la Banque Centrale Européenne sera là. Oui, jusqu'à ce que les Allemands, la coalition des pays dits frugaux... disent ça suffit. Oui, bien sûr, absolument. Et ça sera c'est peut-être le scénario. On aura une banque centrale à Naples, une banque centrale à Francfort, et puis on choisira si on va être à Naples ou à Francfort. On n'aura pas le choix. Après ce qu'on vient de dire pendant 25 minutes, on sait qu'on n'aura pas le choix. Évidemment, on prêche le pessimisme pour que ça n'arrive pas, et ça n'arrivera probablement pas. Mais c'est quand même important à ce stade-là de l'évolution macro, de pouvoir dire, faisons quand même attention, on ne peut pas capitaliser sur nos anciennes colonies, sur notre empire. C'est fini tout ça. On n'a plus que notre capital humain, et il faut être attractif pour les talents, il faut être attractif pour nos entreprises. Il faut aussi qu'elles puissent exporter. Il faut qu'elles se posent la question, pourquoi est-ce que parfois on est perçu en tant qu'entreprise à l'étranger comme trop juridique, une poignée de main suffit en Suisse, mais en France on doit signer 15 contrats. C'est des choses que j'ai entendues. Il y a tout un état d'esprit qui probablement doit être au cœur de nos préoccupations. Enfin, tu as vu le débat qu'on vient de traverser sur les retraites. Ça n'est pas au cœur de nos préoccupations. Je ne sais pas combien de demandes d'interview tu as reçues pour cette chronique sur notre déclin. J'ai peur d'être la seule ou presque, non, Étienne? Non, quand même pas. En tout cas, oui, mais ça a beaucoup circulé entre des gens qui sont déjà convaincus. Parce que là, moi, je sais en plus qu'ici sur Bismart, on parle à des gens qui vont dire « Bon Dieu, je ne pensais pas que c'était aussi grave », mais ils savaient que de toute façon, c'était grave. Enfin, il n'y a pas de prise de conscience collective, Étienne. Ça viendra, et ça vient. Parce qu'on n'aura pas le choix. Pourquoi tu dis « ça viendra » ? On n'aura pas le choix. Parce que je ne crois pas que ces réactions sur les retraites aient coagulé, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens dans la rue, parce que quelques pourcents de la population, c'est beaucoup, mais je ne crois pas que le fond du pays soit aussi inconscient que ça. En tout cas, sinon, la réforme ne serait pas passée. Il y a eu des réformes dans le passé qui ont été bloquées. Là, la réforme est passée, et je ne crois pas qu'elle sera redétricotée, y compris par une nouvelle législature. Donc, je crois que le pays est en train de se rendre compte. Voilà. Un économiste que j'aime beaucoup, spécialisé dans l'immobilier, Robin Rivaton, avait écrit, que tu connais sans doute, avait écrit il y a peut-être une dizaine d'années « La France est prête ». Lui aussi, il croyait. Je ne sais pas à quoi elle était prête, mais elle était prête. Un mot pour terminer peut-être sur Abu Dhabi, les Émirats, cette région qu'on a vue, nous, à travers le prisme de la Coupe du Monde de football, qu'on voit d'ailleurs à travers le prisme du football. Hein. C'est quand même, pardon, hein, mais c'est très très intéressant. Regardez quand même ce qu'est en train de faire l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est en train de faire des ponts d'or à des joueurs qui sont encore des joueurs de football emblématiques de notre continent. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, on parle beaucoup de Karim Benzema en ce moment. Effectivement, il bouge beaucoup. J'avais, moi, ce sentiment quand même d'une couche un petit peu artificielle, pleine de lumière, sur un sous-jacent qui restait très conservateur et, qu'on le veuille ou non, très lié aux hydrocarbures et au pétrole. Je me trompe alors, Étienne? Sur les hydrocarbures, bien sûr que c'est la manne, mais pour encore 50 ans, donc il y a de quoi. Et beaucoup de ces pays, pas tous, c'est très hétérogène, essayent de diversifier leur économie. Une des raisons pour lesquelles, alors le Qatar, effectivement, c'est vraiment le foot, et là, ça se voit très bien. Les Émirats arabes unis, c'est beaucoup sur la culture et la science, l'espace. Ils envoient des gens, des navettes, des sondes sur Mars. En fait, je suis allé là-bas parce qu'il y avait le Louvre à Abu Dhabi. C'est-à-dire que si ça avait été juste donner de l'argent à des universités, mais c'est réversible, j'aurais probablement pas voulu travailler là-bas. Ouais. Le Louvre à Abu Dhabi, qu'est-ce que c'est? C'est un investissement pour 50 ans, 100 ans, et qui attire beaucoup de gens. Il y a une île entière à Abu Dhabi qui s'appelle Saadiyat. Vous avez Guggenheim, vous avez un musée des 3 religions. Donc c'est des choses sur le long terme. Et ça participe, je crois, d'une volonté de montrer que la culture, c'est pas juste l'Europe, le business, c'est pas juste les États-Unis. Ils essayent de montrer qu'ils sont bons dans tous les domaines, et c'est intéressant. Il faut pas regarder ça avec trop de réticence. Il vaut mieux aller là-bas et se rendre compte de comment ça fonctionne. Merci Étienne. Étienne Wasmer, donc, qui nous accompagnait sur Bismart.